L'heure étant arrivée et le quorum étant atteint, je vais pouvoir donc déclarer ouverte donc cette 51e séance du Conseil municipal ordinaire donc, de notre mandat. Je voudrais commencer par vous demander de bien vouloir m'excuser de cette heure plus tardive que d'habitude. Des obligations professionnelles m'ont retenu un petit peu plus que les autres mardis, donc c'est la raison pour laquelle nous nous retrouvons un petit peu plus tard. Je vais vous proposer donc de désigner un secrétaire de séance. La tradition veut que ce soit notre Benjamin, M. Charpentier, qui, dans l'enthousiasme, va sans doute accepter cette lourde tâche. Et si tout le monde en est d'accord, eh bien, ce sera donc lui le secrétaire de séance. J'ai reçu un certain nombre de pouvoirs. Le pouvoir de M. Denis Lesage pour M. Dominique Bonin, le pouvoir de Mlle Tiffany Labarsouk pour M. Pierre Perrier, et le pouvoir de Mme Laurence Sureau pour M. Loïc Nolot. Nous avons approuvé un procès-verbal de séance, celle du 5 novembre 2019. Y a-t-il dans ce procès-verbal quelque chose qui vous rousine? Non? Donc personne n'étant rousiné, nous allons le déclarer comme adopté. Donc d'emblée, nous allons pouvoir commencer donc notre conseil municipal avec la première délibération sur le budget principal et des décisions donc modificatives. Donc on va venir directement, si vous voulez bien, donc sur le tableau qui est en dessous. En fait, on a reçu deux sommes. Une somme de 15 000 euros qui est en fait quelque chose qui nous a été versé donc par le département, puisque vous savez, il y a des rues qui ont été déclassées, hein, et en particulier donc le boulevard Philippon, qui restait des travaux à faire que le département nous a demandé de faire et qui aurait dû être fait avant la rétrocession. Et il y en avait pour un montant de 15 000 euros, donc ils nous ont remboursé ce montant. Et puis nous avons reçu les amendes de police, 8 708 euros. Je rappelle bien sûr que ce ne sont pas les amendes des seuls Luçonnais qu'on retrouve ici, mais que c'est une répartition qui est faite sur l'ensemble du territoire sur les amendes de police qui sont reçues par l'État. Donc, en contrepartie, eh bien, nous avons à reverser du FCTVA parce qu'il y a eu la vente d'un véhicule en particulier qui n'était pas complètement amorti. Et donc, il y a une partie de TVA donc, à reverser. Vous inquiétez pas, ce n'est pas que 7 000 euros. Hein. C'est parce qu'il faut équilibrer aussi les écritures. Et il y a aussi le camion des espaces verts, c'est en fait un véhicule accidenté. Hein, alors il y aura une partie assurance qui va venir, mais pour l'instant, donc il faut le passer dans les dépenses et puis on équilibre avec une somme de 8 708 euros, donc dans le divers matériel. Et en investissement, donc vous avez tout simplement des opérations d'ordre qui sont faites, hein, puisqu'il faut passer donc les études d'un contrat à un autre pour un montant de 100 000 euros, ce qui fait que cette décision est équilibrée. Avez-vous des remarques ou des questions? Non? Y a-t-il des contre? Des abstentions? Qui est pour? Alors 21 pour, 5 abstentions. 5 abstentions, excusez-moi. Excusez-moi. Tac, tac, tac. Voilà. Ensuite, nous avons donc une décision modificative donc pour l'assainissement. En fait, nous avions prévu au budget primitif l'achat d'un chargeur. Bon, il s'avère que, étant donné les délais d'appel d'offres, etc., et les réponses que nous avons eues, ça va être repoussé donc sur l'année prochaine, ce qui va nous permettre donc de solder un certain nombre de travaux, en particulier ceux du marché du quartier de l'hôpital, et puis divers branchements hein, qui a eu lieu boulevard Jean-François Calle, le Bourg-Paillé, rue de Gaulle dans le Fresne. Voilà, donc ça nous permet tout simplement de faire une continuité donc des actions sur ce budget assainissement. Avez-vous des remarques ou des questions? Y a-t-il des contre? Des abstentions? Qui est pour? Unanimité, je vous en remercie. Ensuite, nous avons le budget annexe maison de santé pluriprofessionnelle. Donc, nous avons une décision modificative donc, à passer. C'est une régularisation de TVA, en fait, si vous voulez, quand on fait
les déclarations de TVA, il y a des arrondis. Donc ces arrondis ne correspondent pas exactement à l'écriture de la TVA telles qu'elles sont sur les factures. Donc il faut les régulariser. Donc on a mis 100 euros. Ça ne fait pas 100 euros, mais ça permet d'avoir des chiffres ronds. Hein, et donc on va tirer ça sur les maintenances sur lesquelles on avait un peu de marge. Avez-vous des remarques ou des questions? Des contre? Des abstentions? Qui est pour? Unanimité, je vous en remercie. Ensuite, nous avons le budget principal donc de la participation, comme chaque année, versé depuis le budget principal vers le budget de maison santé pluriprofessionnelle. D'habitude, on était à 20 000 euros, là, du fait donc d'une location, enfin deux locations hein, qui sont venues, on va l'équilibrer donc à 15 000 euros. Donc ce que je vous propose, c'est d'accepter donc sur ce budget une participation du budget principal donc de 15 000 euros. Remarque, question, Monsieur Nolot? Oui, toujours la même remarque. On équilibre le budget, la ville équilibre le budget. Il est toujours dommageable que l'impôt des Luçonnais n'intervienne pas tous les Luçonnais sur cette maison de pluriprofessionnelle. C'est une remarque. J'espère que dans les années à venir, on pourra combler les 2 bureaux, je crois qu'il reste. Il ne reste plus qu'un. Bon. Ça serait important aussi qu'il y ait un accès. Alors, il y a une loi qui veut passer, qui est en cours de vote, je crois, pour ouvrir les maisons pluridisciplinaires le samedi matin. Ça semble coincé. Ça serait déjà une ouverture, au moins, pour qu'une partie des Luçonnais puissent y avoir accès. Ben, c'est ouvert, elle est ouverte. Elle est ouverte le samedi matin. Ça serait bien de le faire savoir, parce que beaucoup ne le... Voilà. Ah ben, c'est là où c'est marrant, parce qu'aujourd'hui, vous dites de téléphoner. Tous les gens qu'on rencontre se font envoyer balader quand ils téléphonent. Vous allez voir, mais c'est marqué les horaires. Mais si c'est pas dit, s'il n'y a pas d'information, aujourd'hui, les Luçonnais ne le savent pas. Quand vous faites envoyer balader une fois, 2 fois, gentiment, en disant qu'il n'y a pas de rendez-vous possible, les Luçonnais ne se déplacent pas. Ça serait important de le dire, que c'est ouvert le samedi matin. C'est marqué dans le guide, hein. Bah, dans le guide, mais il faut le rappeler régulièrement. Les gens ne sont pas au courant que c'est ouvert le samedi matin à tous. Bon, non, mais l'information peut être donnée très facilement. Hein, alors, pour en revenir donc sur cet équilibre, à réflexion habituelle, réponse habituelle. Hein, donc, si jamais on avait eu une autre, comment dirais-je, une autre manière de faire sur le fait d'attirer des médecins sur Luçon, ça nous aurait coûté beaucoup plus cher. Donc, j'allais dire quelque part, les Luçonnais sont loin d'être lésés. Et je vous rappelle qu'ici, on est en train de rembourser des emprunts. Et que ces emprunts, à un moment qui n'est pas de si loin que ça, va arriver à échéance. Et de l'autre côté, du coup, on va se mettre à avoir des excédents qui vont se faire et donc qui vont combler petit à petit. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Tout simplement, on est en train de faire des avances par rapport à l'équilibre qui va se faire demain. Alors d'autant plus si jamais on a un 9e médecin donc, qui arrive, ça va augmenter encore donc, les recettes. Et au bout du compte, c'est vrai qu'il faudra du temps pour que tout soit équilibré, mais ça va être équilibré. Moi, je continue à râler sur quelque chose, c'est de me dire que finalement, quand l'État prend des décisions, il force dans les petites communes ou les communes moyennes, ça commence à venir un peu dans les communes un peu plus importantes, à construire ce type de maison pour pouvoir attirer des médecins. Or, je rappelle que la santé, c'est quand même une obligation régalienne, hein, quelque part, et ça veut dire que non seulement chacun des habitants, alors du Luçon et du pays de Luçon, parce que je rappelle que la communauté de communes a participé pour un montant de 100 000 euros donc sur cette maison santé pluriprofessionnelle, non seulement payent leur droit à la santé à travers leurs impôts, à travers leurs charges, mais sont au plus obligés de payer à travers leurs impôts locaux des installations, tout simplement parce qu'il n'y a pas de décisions qui sont prises d'une manière cohérente au niveau de l'État. Ça, c'est une véritable injustice, et je vous rejoins donc sur ce point-là. Voilà, donc, mais j'ai déjà dit ça X fois, hein, donc je pense que les uns et les autres vont se souvenir un petit peu de nos positions respectives. Vous avez raison, et ce qui est incroyable quand même, c'est que la Vendée est aujourd'hui l'un des départements les moins bien lotis en médecins généralistes, ce qui est complètement fou d'ailleurs, on ne sait pas pourquoi. On est sur le bord de côte, on a des villes moyennes qui sont agréables à vivre, et aujourd'hui les médecins ne se déplacent même pas. Je crois qu'on est l'avant-dernier département aujourd'hui dans le taux de remplissage des médecins généralistes après la Creuse.
Donc il y a quand même un problème. Alors où est le problème? Je crois que le département est en train de prendre un petit peu une partie en charge en mettant des médecins salariés, je crois, ou ouvrir des postes sur médecins salariés. Il faudra aussi effectivement se poser la question, est-ce que, faut les trouver, hein. quand on arrivera à l'équilibre, et si les 9 bureaux, pas les bureaux, mais si les 9 comment dire, cabinets, pardon, les 9 cabinets sont remplis, est-ce que demain, ça veut dire que les 9, voilà, il y a possibilité peut-être d'accueillir encore d'autres médecins. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on agrandit? Est-ce qu'on va chercher plus loin? Aujourd'hui, il y a quand même encore déficit de médecins sur Luçon. Et du pays luçonnais, vous avez totalement raison, sur le pays luçonnais, il faut aller dans cette réflexion. On sait que la langue fait que plus c'est rempli, plus les gens ont envie de venir. C'était compliqué à démarrer. C'est pas encore totalement réussi, mais on n'en est pas loin. Ça a eu un coût. La ville de Luçon l'a porté quand même grossièrement tout seul, même si la communauté de communes a mis 100 000 € sur le... Oui, la région 600 000, bon, il y a eu quand même des aides. Il y a eu des aides, mais la majorité a été portée par la ville de Luçon. Donc il y a une réflexion à avoir effectivement sur l'avenir, et puis sur l'ouverture aussi du numerus clausus, qui dans les 7-8 ans à venir vont faire normalement venir un peu plus de médecins. C'est pas pour ça qu'il y aura plus de médecins à Luçon. On sait que les médecins aujourd'hui ne vont pas spécialement dans la médecine générale, mais vont plutôt se spécialiser. Bon, à voir, mais il faut que dans l'avenir et dans l'avenir du bassin luçonnais, on est déjà dans un point qui est quand même déficitaire et très pauvre. On est dans la troisième, on est 3 régions en Pays de la Loire, dont le Sud-Vendée. C'est un des apports premiers aujourd'hui pour les retraités et les nouveaux arrivants, le choix d'avoir un médecin. Voilà. Donc si on veut que Luçon et le Sud-Vendée et le pays de Luçon se développent, il va falloir effectivement appuyer là-dessus et aussi appuyer sur l'hôpital. Alors, plusieurs réponses, parce qu'il y a plusieurs questions, plusieurs interventions, plus exactement dans votre intervention. Il y a la première sur le nombre de médecins. Luçon a 12 médecins généralistes aujourd'hui pour 10 000 habitants. Donc, elle est déclarée très officiellement. Elle est déclarée comme pouvant répondre donc à la demande médicale par rapport à beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, si vous voulez, de ce point de vue-là, on est plutôt dans un cadre de réussite. Deuxième point, et là je vous rejoins, c'est qu'il n'y a pas que les Luçonnais qui viennent sur Luçon. Ceci dit, la communauté de communes est en train de travailler sur l'ouverture d'un certain nombre de maisons de santé, en attirant un certain nombre de médecins. Donc on est bien. Sur le département de la Vendée, si nous avons un déficit, en fait, c'est parce que nous avons une population âgée sur la côte en particulier, et qui fait qu'il y a des déficits qui sont importants de ce côté-là, peut-être un peu moins dans d'autres endroits, même si jamais le déficit de médecins est globalement donc sur l'ensemble de la France. Donc voilà. Alors sur l'hôpital aujourd'hui, je m'inscris en faux sur certaines affirmations de la fermeture de certains services. Donc, ce qui est très dommageable, là encore, au niveau des hôpitaux globalement, c'est que vous avez certains spécialistes qui ne sont plus formés. Et on parlait par exemple de la rééducation fonctionnelle. Sur la rééducation fonctionnelle, il faut savoir que La Roche-sur-Yon n'arrive pas à en recruter et que même le CHU est en déficit aujourd'hui. Donc c'est une question de formation des médecins, c'est pas une question de Luçon en lui-même. Donc si vous voulez, l'ARS aujourd'hui travaille dans le sens pour qu'on puisse avoir et trouver des solutions qui sont des solutions locales pour pouvoir maintenir un certain nombre de services. Par contre, il faudrait que l'État se bouge un petit peu. Alors vous parlez d'ouverture du numerus clausus à la formation, il y a d'autres numerus clausus dont on entend parler, et on sait que l'ordre des médecins et comptes, c'est celui du numerus clausus d'installation. Donc on ne va pas faire un débat là-dessus ce soir. Vous connaissez aussi ma position donc là-dessus. Donc voilà ce qu'il en est. C'est un véritable problème de société, ça, on est bien d'accord, sur lequel, malgré tout, je pense qu'ici à Luçon, on a su tirer l'épingle de notre jeu. Pourquoi? Parce qu'il y a eu tout simplement une action qui a été une action concertée de l'ensemble des partenaires. Je ne veux pas tirer la couverture à nous en disant c'est la ville qui a tout fait. Non, la ville a mis en moyen
en place des moyens qui permettent à d'autres d'agir. Et il faut quand même saluer le travail qui a été fait par les médecins généralistes ici, qui ont été chercher des confrères pour qu'ils puissent s'installer. Donc, si vous voulez, ça a été une action commune. Quant au fait, au téléphone, de se faire envoyer balader, c'est vrai que ça peut arriver. Il faut savoir qu'il y a aussi une surcharge d'appels, qui ne sont pas forcément des appels de Luçonnet d'ailleurs, sur la maison de santé pluriprofessionnelle, avec quelquefois des actes et des mots qui, vis-à-vis de secrétaires, ne sont pas non plus très bien placés. Alors on peut comprendre le stress des gens qui sont au bout du fil, mais aucun stress ne justifie l'agressivité, d'un sens comme de l'autre, je le dis bien. Mais voilà, on est sur un chemin plutôt vertueux sur Luçon. On va essayer de le conserver. Il faut tous travailler pour le conserver. Et je pense qu'au bout du compte, fragile malgré tout, puisqu'il y a des médecins qui ont un âge quand même assez certain, on va dire ça comme ça, qui vont plutôt, voilà, qui sont sur la fin. Et ça reste fragile, donc il faut quand même être. Ah mais j'ai jamais dit que tout était gagné. Non, c'est loin d'être. Non, il faut rester très vigilant. Ça reste fragile, et aujourd'hui, on dirait qu'on. Oui, il y a des stagiaires qui restent, etc. Bon, si vous voulez, le fait d'avoir un médecin stagiaire est un gros atout. Donc il faut continuer sur cela. Ah mais ça reste fragile partout en France. Je le dis, mais il faut continuer à travailler. C'est pour ça que là-dessus. Vous avez raison sur le fait qu'il y a parfois des mots qui dépassent certainement la pensée. Il faut aussi se mettre à la place des gens qui sont dans une détresse aujourd'hui. Qu'est-ce que demandent les gens aujourd'hui? C'est la santé en premier lieu, c'est d'être en bonne santé, et d'avoir surtout quelqu'un à qui parler et quand ça ne va pas. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui n'en ont pas. Moi, j'en ai fait les frais aussi. Je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, j'ai réussi à trouver un médecin, tant mieux, mais c'est très très compliqué quand vous n'avez pas de médecin. Vous êtes en arrêt maladie, vous n'avez pas de médecin. Comment vous faites? Vous avez 48 heures pour trouver un médecin. Non, mais on est bien d'accord. Ce que je veux dire tout simplement. Effectivement, à téléphoner à la maison de santé, maison professionnelle disciplinaire, ça va pas passer ça. Ça veut pas, c'est resté. C'est compliqué, et ensuite appeler tous les médecins possibles et imaginables qui vont essayer à un moment donné de vous trouver un petit créneau pour vous prendre. C'est pas simple, voilà. Et il faut comprendre aussi derrière qu'il y a une détresse. Quand c'est pour j'ai pas dit le contraire. Une petite maladie, c'est pas grave, mais pour des choses plus importantes. Donc c'est pour ça que l'information du fait de l'ouverture du samedi matin est importante c'est important de le donner et de le rappeler. Bon, c'est vrai qu'on a donné cette information par plusieurs créneaux, on peut réinsister, puisque il n'y a pas de souci. Quoi qu'il en soit, il faut faire aussi attention à une chose sur laquelle j'insiste, c'est qu'il ne faut pas créer la panique. On a des situations qui sont des situations plus critiques qu'à Luçon. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler dessus, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas être attentif dessus. Ça veut dire tout simplement que aussi, parce que moi ça m'arrive alors professionnellement, d'avoir des gens en panique, parce qu'ils entendent dire que, alors que la solution est facile à trouver. Donc il faut faire aussi attention à ce genre de dérapage, parce que c'est très nuisible globalement. Donc je crois qu'il faut être tout simplement objectif. Dans ce domaine-là, on est tous dans le même bateau, là on est bien d'accord. Donc je pense qu'il y a tout simplement une réflexion qui est une réflexion commune, qu'il faut avoir et travailler dans le même sens, parce que les solutions sont possibles justement à condition qu'on travaille dans le même sens. Donc voilà, quoi qu'il en soit, et si vous voulez bien qu'on avance un petit peu, aujourd'hui c'est 15 000 € qu'on vote, et donc si vous le voulez bien, je vais passer donc cette délibération au vote. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Qui est pour? Unanimité, donc je vous en remercie. Nous avons ensuite, alors chose habituelle à cette période de l'année, nous allons passer donc une autorisation donc budgétaire spéciale avec une ligne spéciale cette année. Je pense que je vais avoir le commentaire dessus. C'est-à-dire que tout simplement, puisque nous attendons d'avoir le compte administratif pour pouvoir voter le budget primitif, ce qui nous évite de faire un budget supplémentaire. Et ce qui me semble d'ailleurs plus cohérent, parce que ça évite comme ça d'inscrire des emprunts qui sont des emprunts fictifs qu'on retire après que lorsqu'on reçoit le budget supplémentaire. Quand on fait le budget supplémentaire, pardon.
et qu'on reçoit le compte administratif. Donc, ça nous permet tout simplement, avec cette autorisation spéciale, on peut ouvrir des comptes jusqu'à 20%, 25% donc de l'année d'avant, de manière à pouvoir faire une continuité. C'est une forme donc de journée complémentaire donc, que l'on vote. Et donc vous avez les montants donc, qui sont ici. Donc au niveau, alors vous avez des chapitres sur lesquels on inscrit des montants parce que ça permet de faire un certain nombre d'actions avant le vote du budget primitif. Et comme cette année en plus, il y a quelque chose qui ne vous a pas échappé qui s'appelle donc le vote des nouveaux conseils municipaux. Il est probable que le budget primitif soit un peu tardif. Donc on a mis donc, un certain nombre de montants, par exemple pour les équipements scolaires, donc 20 000, l'équipement urbain 20 000, l'équipement urbain aussi, alors dans les travaux et bâtiments, donc du coup 30 000. Il y a une action donc, qui est en cours, c'est le terrain de la gendarmerie et Ferme-Neuve, donc 751 000. Les terrains de sport, donc travaux 10 000. La voirie travaux 100 000. Pour les ateliers 5 000. Pour le matériel des espaces verts 5 000. Et pour l'habitat, les subventions de façade, on a mis 10 000. Voilà, donc ce qui nous permettrait d'attendre que les successeurs à notre mandat puissent attendre un budget primitif sans que les contribuables ne soient lésés par ce fait. Remarque, question, monsieur Lolo? Oui, non, je ne vais pas vous faire plaisir, je ne vais pas parler du terrain de la gendarmerie, je vais attendre l'autre d'après. Ah ouais. Non, par contre, je posais la question sur Ferme-Neuve. Oui. Jeudi dernier, au conseil communautaire, vous avez annoncé dans le budget que c'était rachat pour 100 000 euros de Ferme-Neuve. 100 euros hors taxe, Ouais. oui. Mais il me semblait avoir vu dans les décisions qu'on l'avait racheté 130 000. Oui, TTC et hors taxe, D'accord, avec les actes. ok. Voilà. Parce que dans l'autre d'après, il n'y a pas Mais les... il y aura vous inquiétez pas, il y aura un équilibre global. D'accord. Voilà. Non, mais c'est pour ça, je ne comprenais pas Voilà. pourquoi nous on le rachetait 130 et que la communauté de communes le rachetait 100 000. Voilà. Donc, pas d'autres interventions. Donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Qui est pour? Donc 21 pour et 5 abstentions. Hop. Merci. Nous allons passer, donc l'autorisation budgétaire spéciale, cette fois-ci, c'est sur le budget donc, assainissement. Donc nous avons, bon pour les frais d'études, ça c'est pour la STEP, 70 000 euros. Un terrain, c'est parce qu'il y a un petit terrain à acquérir, c'est la rue du Pont-Gentil, pour pouvoir mettre, donc c'est un relevage, voilà. Et puis bon, les immobilisations en cours qui permettent donc de faire un certain nombre de travaux. Donc c'est 70 000, 30 000 et 70 000, donc ça fait un total de 83 000 euros. Avez-vous des remarques ou des questions? Oui, monsieur Nadeau? Non, c'est juste les 70 000 correspondent bien à l'étude de la nouvelle station d'épuration. Ouais. Ouais. D'autres? Non? Donc y a-t-il des contre? Des abstentions? Qui est pour? Donc à l'unanimité, merci bien. Alors, comme aussi chaque année, nous allons faire des acomptes aux subventions, donc si vous... des acomptes de subventions aux associations, donc si vous le voulez bien. Ce sont en règle générale donc ceux qui ont des salariés. Donc je vous propose de faire un acompte de subventions. Donc je vous rappelle qu'on est en dessous 23 000 euros parce que sinon on serait obligé donc de signer une convention. Donc je vous propose 22 000 euros en campus, 22 000 euros au Luçon Football Club, 10 000 euros au Luçon Basket Club, 2 000 euros au tennis, 3 000 euros au Vélos Club, et en même temps, pour que le CCAS puisse fonctionner, eh ben, qu'on fasse une avance de 150 000 euros, qui d'ailleurs a été acceptée par le CCAS lors de son dernier conseil d'administration. C'est plus facile dans ce sens-là. Remarque ou question? Et juste une question pour le Vélos Club. Parce qu'habituellement, on votait pour ceux qui avaient des salariés. Oui, Vélos Club, a priori, n'a pas de salariés. Non, c'est monsieur le... Déjà l'année dernière, on avait fait une avance pour le Vélos Club. C'est plus une question de trésorerie, c'est sûr qu'ils ont des frais en début de saison liés au déplacement, carburant, et là en plus en ce moment avec l'entretien de la voiture. Voilà.
D'autres remarques ou questions? Non? Y a-t-il donc des contre? Des abstentions? Qui est pour? Unanimité, donc je vous en remercie. Nous avons ensuite à faire un bilan des acquisitions et des cessions. Nous n'avons rien cédé, par contre on a acquis donc un terrain pour le terrain du cimetière, et puis sur la plaine du Sourdy, donc l'un à 1 euro et l'autre à 14 231,75. Donc voilà, je vous demande de constater que le présent bilan, si vous en êtes d'accord. Oui, monsieur Nolot. J'ai juste une question par rapport au terrain là, qui a été racheté au cimetière. C'est celui qui est face à l'entrée. Voilà. La petite maison à gauche. Oui, la petite maison à gauche. Ouais. Quand tu as le grand portail à gauche. Portail principal. Ah, non, mais je vois pas. Je croyais que c'était le terrain qui était dans le Lucius 2, là, qui était en face, celui qui avait servi de dépôt. Ah, mais non, C'était pas une session, non, mais c'est. non, ok. Oui, oui. C'est ça. Oui, c'est ça. Non, je c'est parlais ça. pas de la maison, c'est pour ça que je suis. Oui, oui. Non, la maison, elle nous appartient. Oui, oui, oui. Elle Non, nous non, appartient. c'est bien le terrain qui est en face, là où il y avait le. Non, il y aura une session. Alors, M. Bonin n'a pas complètement fait. Regarde, il y a une session, mais c'est que l'acte n'est pas encore, l'acte n'est pas encore passé. Oui. Donc ça passera sur 2020. Hein? Non, mais là, on est sur 2018 en plus. On n'est pas sur 2019. Ouais. Non, mais la question, c'est de savoir que si c'est bien ce terrain-là et qu'est-ce Oui, qui va oui. devenir, parce que c'est. Je vois pas ce qu'on peut trop en faire, en sachant qu'il y a quand même un compteur de l'autre côté. Ouais. Bonne chance pour celui qui ferait construire là, mais à 1 euro, pourquoi pas le revendre je sais pas. Non, on verra. Ça fait partie. Ça peut servir de ce- parking voilà. aussi, mais bon, Non, mais ça je crois fait, qu'il y a une ça fait maison à côté partie. maintenant. Ça fait partie tout simplement des réserves foncières en fonction des opportunités qui nous sont données. Hein. Ouais. Mais c'est difficilement aménageable. hein. Oui, oui, oui. Mais c'est 1 euro. C'est ça. Mais il y a de l'entretien quand même derrière. Voilà. D'autres remarques ou questions? Non. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Qui est pour? C'était pour avoir constaté. Hein, je l'entends. Donc l'unanimité a constaté. Hein. Alors, ensuite, 9e délibération, convention de transaction entre le département de la Vendée et la commune de Luçon portant sur la maison des solidarités de la famille. Alors ça, c'est tout simplement des discussions qui ont lieu avec un certain nombre de rebondissements depuis quelque temps, puisque le département hésitait entre des acquisitions, mettre cette maison ailleurs, ou bien alors transformer sur place. Ce qu'il y a, c'est que dans l'attente donc d'avoir toutes ces réflexions, eh bien, le bail était arrivé à échéance, et le nouveau bail, on me disait toujours, oui, attends, on va prendre une décision, donc voilà. À force de me prendre une décision, on est quand même à 137 309,30 € d'arriéré donc de loyer. C'est sur quoi, après avoir expliqué mon désarroi devant le président du conseil départemental, on s'est mis d'accord donc pour que ce soit enfin signé, qu'on puisse débloquer ce montant. Je me suis dit, je vous avoue que je n'étais pas vraiment inquiet sur le fait qu'il ne payerait pas. La seule chose, c'est que ça aurait pu, si jamais on en avait eu besoin, poser des petits problèmes de trésorerie, mais la trésorerie de la ville de Luçon est très solide, et donc ça n'a pas du tout entaché. Donc ce côté-là. Remarques ou questions? Oui, très clairement, c'est un beau cadeau de Noël. Quand même. 137 000 €, c'est intéressant de récupérer ça en fin d'année. Alors ceci Pour dit, l'année ils étaient déjà dans le budget quand même. Hein. Oui. Par contre, il y a quelque chose que je ne comprends pas dans l'annexe. C'est marqué que l'occupation remonte à 97, ce qui paraît logique, et c'est mis que les parties transigent de reconnaître que cette indemnité d'occupation correspond aux redevances non versées depuis le 1er mars. C'est-à-dire qu'il y a quand même un loyer qui a été donné depuis 97. Ah oui, D'accord. Oui, non, c'est pour ça. oui. Pour Oui, reconnaître la date du 1er mars, c'est pour ça que c'est étonnant. Oui. 2017, oui. 2017, oui. Ouais. Oui. Et le loyer de combien exactement? Parce que c'est compliqué. Bah, vous faites le calcul, il faut faire une 8 000, division, non mais enfin je me tourne vers le comptable. Vous vous ça souvenez? fait dans les 8 000, non 7 000, 8 000 47 000 à l'année, donc divisé par 12, donc vous voyez. Voilà. C'est bien qu'il soit resté. Du coup, Voilà. c'est intéressant. Oui. Non, c'était... Voilà, donc une vieille histoire qui est résolue. Avez-vous des remarques d'autres personnes? Non? Oui, d'accord. Donc
Donc, puisque M. Charpentier ne veut pas que le département nous... Non, bon, en dehors de M. Charpentier, donc il ne prend pas part au vote puisqu'il est jugé parti. Et pour les autres, y a-t-il des contre? Des abstentions? Donc, qui est pour? Donc, unanimité, M. Charpentier ne prendra pas part au vote. Voilà. Ok, merci. Monsieur Nolot. Nous allons parler de l'acquisition donc, de l'assiette foncière du futur collège. Tout simplement, vous savez qu'il y a un projet du département, que ce projet du département est de construire donc, un nouveau collège, pour plusieurs raisons. C'est que le collège en particulier donc, du Sourdy commence à vieillir très très sérieusement, et que les réparations donc, dans ce collège seraient d'un montant déraisonnable, et que aujourd'hui il y a donc la possibilité de transférer la totalité donc, des personnes dans le collège Beausire. Bon, il s'avère que, en plus, les projections donc, qui sont faites sur la démographie telle qu'elle est aujourd'hui fait que les deux collèges donc, seraient inutiles. En plus, du point de vue pédagogique, l'inspection académique nous explique que, et le rectorat nous explique que se retrouver donc, dans une continuité sur un seul collège est plus profitable. La coutume veut que lorsque le département construit un collège donc quelque part, c'est la ville qui fournit donc le terrain. Bon, il y a ce fameux terrain donc qui se trouve libre derrière donc sur la partie postérieure donc de la caserne, dont l'État voulait se séparer, mais à la seule condition que ce soit sur un projet qui est un projet d'ordre éducatif. Donc, l'occasion était belle. Donc, voilà, ce que je vous propose, c'est d'approuver l'achat de cette parcelle, qui est de 22 044 mètres carrés, et pour un montant donc, de 595 188 € net vendeur, et m'autoriser donc à signer l'acte notarié pour tous les documents afférents à ce dossier. Monsieur Nolot. Avant que vous me demandiez la parole, je vous la donne. Alors, je vais vous décevoir. Hein. Je ne vais pas monter au créneau et nous n'allons pas monter au créneau plus que ça. C'est bien de faire le rappel de l'historique. Nous, effectivement, on aurait aimé garder 2 collèges sur Luçon. Entre autres aussi pour la partie ouest de la ville et la partie les Manilles, Beugnier, etc. Le fait est qu'aujourd'hui, le Conseil général a tout acté, donc c'est pas nous, départemental. C'est pas nous, à 4 ou 5, qui allons faire quoi que ce soit. Donc on prend effectivement le fait que ça a été acté et on ne va pas se battre contre des moulins. Au-delà de... Pardon ? Vous me prenez pour un moulin ? Non, pas vous, le département. Donc effectivement, on va le prendre en fait et en acte. Effectivement, si le coup d'avant, il y avait eu un cadeau, là, il n'y a pas de cadeau. Le ministère de la Défense, à 27 € le mètre carré, il ne fait aucun cadeau. Effectivement, c'est aussi 600 000 €, voilà, ça a une charge. Et comme vous le rappelez, c'est traditionnel, le fait que la ville d'implantation offre le terrain. Bon, c'est 600 000 € sur un collège à 17, non c'est ça, 17 000 ? Je ne sais plus. C'est pas calé encore. Ça reste peu et effectivement ça permet de maintenir, pas loin du centre-ville, une activité éducatrice du 2e degré. Bon, voilà. Plus, les questions qu'on se posera nous plus là-dessus, c'est plutôt la mise en sécurité aujourd'hui de tout ce quartier. De rappeler qu'aujourd'hui, nombre d'enfants viennent à pied de Sainte-Ursule, du lycée Atlantique, par la rue du Grand Moulin de l'autre côté. Aujourd'hui, on ne sait pas où va se faire l'entrée du collège. Il y a un mur qui va se faire pour séparer les deux. Voilà. Il y a la gare routière de l'autre côté. Il y a un passage énorme, déjà, sans parler des enfants. On a manqué le coche, je pense, à un moment donné, d'acquérir l'ancien garage Pied-Debout qui a été repris depuis. Ça, je pense que c'est... on a loupé quelque chose là-dessus, au moins pour faire un point de ce côté-là. Pour l'emprunter, 6 à 8 fois par jour, je peux vous dire que c'est galère de croiser continuellement des bus qui ne peuvent pas tourner
qui oblige les gens à reculer. Alors implanter un nouveau collège de 600 à 800 enfants selon l'évolution, effectivement démographiquement, ça paraît bien compliqué. Je crois qu'on va vite saturer. Il va y avoir une grosse réflexion de la ville, parce que a priori la ville est en charge de l'aménagement. Il va falloir aussi prévenir les riverains et se concerter avec les riverains. Bon, voilà. Et sur l'implantation lui-même, on prend acte. Sur l'aménagement, ça pose quand même beaucoup de soucis. Et il va y avoir énormément de frais quand même en aménagement. Alors est-ce que la gare routière peut rester là ou se déplacer? J'en sais rien. Il va aussi y avoir besoin d'un grand parking, parce que vous voyez ce qui se passe déjà avec Saint-Ursule, entre autres, où malgré les aménagements, ça se gare absolument partout, sur les trottoirs, sur les places handicapées, c'est une catastrophe. Donc il va falloir réfléchir aussi à l'implantation de ce collège et à son aménagement. Nous sommes d'accord qu'il y a de temps en temps un manque de civisme qui... pour le reste, j'entends, c'est pas une question qui nous est restée complètement, comment dirais-je, étrangère. Mais bon, il y a les services du département qui sont en train de travailler dessus, donc sérieusement. Et vous savez très bien que le département, d'ailleurs toutes les collectivités en règle générale, Dieu sait si jamais ils se penchent sur les problèmes de sécurité, d'autant plus aujourd'hui. Donc ces problèmes de sécurité sont à l'étude à l'heure actuelle. Les aménagements qu'il y aura autour sont des aménagements qui, je vous l'assure, donc seront sécurisés, et pour lesquels donc on aura... Mais il est un fait que, puisque vous parlez donc de Saint-Ursule, moi je peux vous parler par exemple de ce qui se passe autour des écoles primaires, etc. Dès que vous avez une masse, et d'autant plus quand ce sont des enfants, voire des adolescents qui sont concernés, il y a toujours du mouvement. Et que le mouvement, alors, il y a deux choses. Le mouvement, en effet, peut faire un certain danger, mais le mouvement fait aussi que, du coup, les voitures sont peut-être moins dangereuses que lorsqu'elles ont quelque chose de dégagé. Je suis quelquefois un petit peu effaré de voir un certain nombre d'automobilistes qui roulent, même dans les zones 20, à des vitesses qui sont des vitesses tout simplement parce qu'ils ont l'impression d'avoir quelque chose de dégagé qui est devant eux. Et là, il y a des dangerosités. Si tout le monde respectait le code de la route, je vous assure qu'on gagnerait beaucoup d'argent et on éviterait beaucoup d'accidents. Malheureusement, vous avez des gens, alors je vais être très cuisant, mais vous avez des gens qui expriment leur testostérone à travers un moteur parce qu'ils ne peuvent pas l'exprimer autrement. Voilà, donc ceci est dit. Donc, au-delà de ça, je pense qu'il va falloir aussi, si c'est en cours, si l'étude est faite, si la réflexion est faite, avoir une concertation avec les riverains, parce que ça va leur choix. Je ne sais pas s'ils s'imaginent réellement du va-et-vient qu'il va y avoir. Oui, non, mais alors, attendez, c'est pas des novices dans le domaine. Je veux dire que le département a construit quand même un nombre de collèges relativement important. Souvent en extérieur. Avec des bureaux d'études. Pas toujours. Je peux vous donner des exemples. Avec des bureaux d'études qui sont des bureaux d'études qui ont fait ça aussi avec des lycées. Alors là, je pourrais vous en parler encore plus longuement puisque moi, je suis concerné au premier chef. Et je peux vous assurer que jamais il y a une autorisation qui est donnée sans qu'on soit sûr que la sécurité soit parfaitement concernée. Alors vous dire qu'aujourd'hui, la main sur le cœur, je vous dirais, il n'y aura jamais eu d'accident. Bien sûr, il peut toujours y avoir un accident. Mais là, on prendra, enfin, le département, et je leur fais confiance, prendra toutes les sécurités qu'il faudra. Et la ville de Luçon, bien sûr, abondera dans le sens de cette sécurité. Pour l'instant, je pense qu'on a, je veux dire entre guillemets, et tant mieux pour les enfants, on a été chanceux dans ce point-là. Juste hier, j'ai failli en renverser un parce que le passage coûtait logiquement 10 mètres plus loin, mais qui coupe dans le virage parce que c'est plus rapide. C'est pas la testostérone. Non, c'est pas la testostérone. Pardon. Non, mais voilà, on a une chance, surtout quand ils ont un casque sur les oreilles, c'est encore plus compliqué. Oui, ça on est bien d'accord. Voilà, non, mais on a eu une chance. Alors, faut qu'on fasse attention, je dis on, parce que moi je suis utilisateur de la route dans un premier temps, je serai utilisateur du collège dans un deuxième temps. J'ai encore un peu de temps pour être parent, pour me mettre au collège. Mais il faut qu'on fasse attention. En plus, on va voter là, juste derrière, la fermeture du passage des Chèvres. Oui, on va en ce parler. qui va dire que ceux qui voudront se déplacer en ville, qui pouvaient encore couper à travers,
vont obligatoirement revenir par la route de Saint-Gemme, par le passage à niveau, et arriver ici. Voilà. Il va y avoir une accumulation une partie, ceux qui arrivent. Il venait déjà, parce qu'il passait par le passage à niveau, donc ceux qui venaient, donc là ça va pas faire... Là, obligatoirement, soit ils passeront de l'autre côté, soit ils passeront par là. Ouais. Enfin bref, ça augmentera aussi un petit peu le débit. Non, mais il faut qu'on soit très attentif. Ouais. Par contre, on va améliorer considérablement, moi je vais en parler, la sécurité. Enfin bon, allez-y. Oui. Non, mais il faudra qu'on soit tous concernés là-dessus, sur ces aménagements et voilà, sur la vie autour de ce futur collège. Parce que, à mon avis, à un moment donné, ça va malheureusement coincer. Voilà. Et si ce collège, effectivement, on sait comment ça se passe, quand il y a un nouveau collège, un collège neuf et moderne, ça attire de nouveaux enfants, de nouveaux élèves. J'espère que ça... Non, mais c'est ce que vous souhaitez depuis des années. Donc, oui. Regardez, vous mettez ça sur un plafond. Mais... Non, mais quand je vous dis ça, c'est que vous êtes le premier à dire que la démographie est en baisse. Oui, c'est exact. Effectivement, on ne va pas faire des enfants dans les 10 vous savez, ans pour collège tout de suite. Je suis voilà. assez consterné de voir que en quelques années, en 2-3 ans, la natalité donc en France est passée de 2,1 enfants par femme à 1,8. Vous savez à quoi c'est dû, ça? La peur. La politique, tout, la quand ça va bien, alors, tout va bien. Puisque vous m'autorisez à le dire, voilà. c'est la politique nationale actuelle. On est bien d'accord. Actuelle ou générale, on va dire ça comme ça. Disons qu'il y a des fondamentaux et des choix qui sont faits qui portent plus de doutes. Quand on casse la politique de la famille, les résultats sont là. Aussi. Ok. Merci de ce débat. Y a-t-il d'autres interventions? Donc, je le soumets à votre vote. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Qui est pour? À l'unanimité, je vous en remercie. Donc, aménagement des abords de la nouvelle piscine intercommunale. La parole est à Monsieur Gachet. Merci, Monsieur le maire. Considérant les travaux réalisés aux abords de la nouvelle piscine de la communauté de communes Sud-Vendée Littoral, considérant ces travaux comme source de redynamisation pour le quartier, considérant le calendrier prévisionnel des travaux qui doivent s'effectuer, qui ont commencé en novembre 2018 et se terminer en mars 2020, vu l'avis favorable de la commission des finances, l'avis favorable de la commission des finances, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve le plan de financement ci-dessous. Donc vous avez l'aménagement des quais et du parking 287 340, la signalétique 7 621 et la création du tas de verdure 50 950. Et en produit, mais vous avez une subvention de 103 773 de la dotation de soutien à l'investissement local, le 65 178 pour le contrat Vendée Territoire et le reste, l'autofinancement, 176 960. Voilà. La pose de l'éclairage doit commencer, je pense, demain, pour une finition de chantier début janvier. Donc ce secteur sera totalement terminé. Avez-vous des remarques ou des questions, M. Nolot? La question se posait justement jusqu'au 31 mars 2020. La question était de savoir qu'est-ce qui reste à faire là-bas. Parce que, hormis le théâtre de verdure, où on peut garder que verdure, que théâtre, c'est loin de ressembler à ce qu'on avait vu sur TéléSV. Bon, voilà. Je ne sais pas trop ce qui, par l'éclairage. Mais l'électricité et puis le théâtre de verdure, il faudra le remodeler un petit peu parce que bon, pour l'instant il a été formé, mais bon, il n'est pas terminé quoi. Ah bah, il est loin d'être terminé. Non, mais ça va venir. À part quelques bosses de terre, il n'y a rien. Mais ouais, mais il faut bien avoir de la terre pour faire quelque chose, quoi. Il va venir, il va venir. Vous pourrez faire des meetings. D'autres remarques ou questions? Non, donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des gens qui sont contre recevoir des sous pour cette installation ou qui s'abstiennent? Donc qui est pour? À l'unanimité, donc je vous en remercie. Rénovation donc des rues du Pont-Gentil et du Commerce, là aussi une demande de subvention. La parole est à Monsieur Gachet. Considérant la nécessité de refaire la voirie de la rue du Pont-Gentil et de la rue du Commerce, considérant le calendrier prévisionnel des travaux qui doivent débuter au 1er février 2020, vu l'avis favorable de la commission des finances, ayant entendu l'expression de son rapporteur, le conseil municipal, après avoir délibéré, approuve le plan de financement ci-dessous,
à savoir que l'aménagement de la voirie se monte à 250 000, est estimé à 250 000. On peut estimer avoir 10 000 euros du contrat Vendée Territoire et l'autofinancement 240 000 pour la ville de Luçon. Voilà, il autorise Monsieur le maire à solliciter la subvention au titre du contrat Vendée Territoire. Les travaux d'assainissement doivent commencer en février 2020 et seront suivis par la requalification de la voirie. Remarques, questions? Des contre? Des abstentions? Qui est pour? Unanimité, donc je vous en remercie. Je vais vous parler maintenant de l'avis sur le projet de suppression du passage à niveau, le PN 92 au lieu de l'île des Chèvres. Je reprends un petit peu l'historique qui a été là-dessus, c'est-à-dire que vous savez que du point de vue de la SNCF, un passage à niveau a un double problème. C'est d'abord un niveau de sécurité, puisque lorsqu'il y a des accidents, ils sont pour la plupart donc au niveau des passages à niveau, et ça a un coût qui est un coût donc qui a un coût d'entretien donc qui est relativement élevé. Donc la SNCF cherche différents moyens pour diminuer le nombre de passages à niveau. Bon, nous en avons 5, c'est 5 sur notre territoire, et ils nous proposaient d'en supprimer 2, voire même 3, sur quoi il y avait des choses qui étaient relativement déraisonnables et pour lesquelles on ne pouvait pas dire oui. Là où on a eu une réflexion plus approfondie, c'était par rapport à ce qui se passait entre la demi-route de Saint-Gemme et la ville de Luçon. Il faut savoir que cette route est très accidentogène. C'est une route qui demande des interventions de la part des pompiers quand même relativement souvent. Et donc, ça montre qu'en termes d'aménagement, ce n'est pas forcément la voie qui est la meilleure. Alors, la manière dont elle débouche, c'était soit donc par les Chèvres, soit par l'Argélique. Et sur le domaine de l'Argélique, entre 2 ronds-points qui sont quand même relativement proches, et en plus pour les gens qui remontaient vers Saint-Gemme, qui coupaient donc l'ex-départemental, et donc créer quand même des insécurités pour les personnes relativement importantes. Pour ma part, au départ, j'étais persuadé que les Chèvres étaient un lieu de passage plus important que celui de l'Argélique. Les comptages m'ont montré le contraire. Donc il y a plus de passages de gens qui passent par l'Argélique que par les Chèvres. Et finalement, quand on a regardé la gêne que ça pouvait occasionner donc pour les personnes, au niveau des Chèvres, ça impacte moins de personnes. Alors il y a un agriculteur, mais je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on est en train de faire, qui est donc impacté. Alors par ailleurs, on ne pouvait pas autoriser à passer uniquement du côté de l'Argélique, si jamais il y avait cette dangerosité qui continuait, c'est-à-dire couper une départementale et puis arriver entre 2 ronds-points d'une manière importante. Donc, dans l'étude qui a pu être faite, on s'est dit, mais si jamais il y avait une possibilité de raccorder donc, le passage à niveau au rond-point. Donc du coup, on sécurise complètement tant l'entrée que la sortie de ce fait. Et on a regardé les coûts, on a regardé aussi les capacités des voiries à pouvoir absorber donc la totalité donc des véhicules, et la sortie donc du côté de la demi-route de Saint-Gemme, donc près de Saint-Gemme, de la voirie. Bon, il faut une requalification, ça c'est évident. Il faut donc traiter la sortie, donc je veux dire près de Saint-Gemme, et il faut donc créer une route. Tout ceci est parfaitement faisable pour un montant qui est un montant de l'ordre de 200 000 € hors taxe. La SNCF nous propose de le prendre entièrement en charge. Donc, si vous voulez, là, ça nous a permis d'avoir quand même une réflexion en disant, quelque part, on améliore la sécurité, tant sur la demi-route de Saint-Gemme, puisque le côté accidentogène est bien avant entre Luçon et puis Saint-Gemme, et non pas à l'endroit où débouche donc le chemin de l'Argélique. Et donc on améliore la sécurité de ce point de vue-là, on améliore la sécurité sur la sortie. Alors reste le flot de véhicules.
quand on regarde finalement le flux et les flots de véhicules, les calculs donc, qui sont faits montrent que ça l'absorbe parfaitement. Donc sans dangerosité. Donc, du coup, puisque ça peut être gagnant-gagnant, on a donné l'autorisation donc à la SNCF de faire donc une enquête d'utilité publique. Cette enquête d'utilité publique n'a eu qu'une remarque de la part d'un agriculteur, puisque lui, ça lui faisait faire donc un détour. Pour lui, c'était soit passer, alors revenir du côté soit de l'Argélique, soit passer de l'autre côté. Bon, il y a une manière de s'arranger. On est en train de voir donc avec la SAFER pour pouvoir faire un certain nombre d'échanges. Il y a des possibilités pour qu'ils restent tous du même côté et qu'ils n'aient plus à traverser donc la voie de chemin de fer. Donc ça c'est en cours. Et si naturellement il ne sera satisfait que comme ça ce sera réalisé, mais les possibilités avancent bien et donc je pense qu'on n'aura plus ce problème. Voilà ce qu'il en est. Donc, ce que je vous propose, donc, c'est d'émettre du coup un avis favorable donc à l'enquête publique sur la suppression du passage à niveau PN 92. Monsieur Nolot. Oui, rappeler l'historique, vous l'avez fait, mais je pense qu'il est important de dire qu'effectivement, la mobilisation du conseil municipal en votant contre et aussi la forte mobilisation des Luçonnais sur la possibilité de fermer le passage à niveau du boulevard Saint-Exupéry. Ah oui, c'est même le 90. Oui, parce qu'à l'origine, c'est quand même, on en est quand même là. La forte mobilisation a fait que voilà, ça a été reporté. Il fallait en fermer au moins un. Il a été fait donc et proposé sur celui des Chèvres. Ce qui peut être dommageable pour nous, c'est d'isoler un petit peu les quelques maisons qui se retrouvent aujourd'hui carrément à l'extérieur de la ville. Bon, après il y a eu une étude, personne ne s'est déplacé. C'est compliqué d'aller à la place des gens. Voilà, bon, on ne peut pas dire qu'il n'y ait pas eu d'information. Bon, aussi, puisque ça sera un sens unique, enfin une voie sans issue plutôt, bon, ça sécurisera aussi les quelques maisons. Les quelques maisons seront tranquilles. Quand vous parlez du nombre de passages, puis je vais vous dire, vu la douceur des ralentisseurs qui avaient été installés par M. Gachet, on arrêtera de retrouver des dépôts d'échappement sur le... Voilà. Ils étaient un peu hauts, effectivement. Non, mais sur le nombre de passages, on est bien à 400-400 et pas plus à l'Argelique qu'aux Chèvres, on est à 400-400. 500-400. Bah là, il y en avait un peu plus que l'autre. Là, ça a été le fait que le Leclerc se soit déplacé, effectivement, a fait qu'il y avait moins de passages aussi au niveau des Chèvres, ça c'est réel, et l'augmentation au niveau de l'Argélique. Pour ma part, je ne suis jamais passé par l'Argélique, je ne sais même pas, voilà, je ne connais pas la route, hormis le fait de pour l'instant, voir c'est réservé aux véhicules agricoles du côté de Saint-Jean. Je vois ça. Sur le fait, effectivement, de profiter de cette fermeture pour récupérer 200 000 euros de la SNCF pour le remettre en sécurité, oui, effectivement, il faut en profiter. On ne peut pas dire non, c'est pas possible. Le seul doute qu'on a, et vous l'avez évoqué, c'est sur l'évolution du nombre de véhicules qu'il pourrait y avoir. Ça fait quand même porte ouverte à un moment donné à une demi-rocade, entre guillemets, les jours d'été où effectivement les touristes veulent couper à travers. Après tout, bon, la route existe, on ne peut pas dire non, sauf sur les transits de camions. Je pense que là, il y aura quelque chose à y faire. De mémoire en commission... Ah, mais je pense que ce sera limité en tonnage. Oui, c'est ça, oui. Oui. De mémoire en commission, on a évoqué le fait qu'une grande partie était sur Sainte-Gemme, qu'il nous le cédait gratuitement, en contrepartie de l'aménagement ou de l'entretien de la route. C'est ça. Faudra être attentif au fait qu'il n'y ait pas trop de véhicules non plus, à ce que la route ne se dégrade pas plus vite que prévu et que ça en devienne une charge non plus pour la commune. Voilà. Après, sur le fait, effectivement, que la sécurisation soit faite, on ne peut pas être contre. Il y a un tourne à gauche qui sera fait dans le sens Sainte-Gemme-Argélique. Par contre, la sortie de l'Argélique à Sainte-Gemme pose question, parce que comme vous l'avez dit,
Ça roule vite, très vite ici. Ça va arriver de Luçon à rentrer dans Saint-Gemme. Il y a des véhicules qui passent à plus de 120. Hein. Donc si c'est limité à 70. Oui, on parlait tout à l'heure de... Oui. Voilà. Entre la limitation et le fait, il y en a deux. Hein. On le sait. Mais non, il peut y avoir à un moment donné un problème. Il faudra être attentif là aussi. Peut-être qu'à un moment donné, il faudra peut-être passer par un rond-point, j'en sais rien. Enfin, il faudra voir sur l'utilité et l'utilisation. Mais effectivement, cette route est dangereuse. C'est une route qui a régulièrement des plaques de verglas parce qu'elle est quasiment dans l'ombre toute la journée. Hein. Elle est en contrebas, il y a des fossés, voilà. C'est très compliqué. Donc oui, pour le fait de la sécurisation, oui. En plus, vous ne l'avez peut-être pas dit, mais on écarte le fait de ne plus passer dans l'Argélique. Enfin, vous l'avez dit par le raccordement, mais on ne passe plus du tout. Il y aura un cul-de-sac aussi au bout, ce qui permettra aux petits hameaux de ne plus avoir le passage de véhicules et surtout de ne plus sortir le long de l'autre rond-point qui était devenu. Ils sont tout à fait d'accord. Ils sont tout à fait effectivement, c'était un passage agricole. Bon. Avec quelques ralentisseurs. Oui, c'est ça. Non, mais ça ne coûte rien, ça coûte rien à la ville, autant en profiter. Donc pourquoi pas, à voir dans l'utilisation future. Et si la voie, l'évolution de la voie, et peut-être qu'à un moment donné, il faudra réduire effectivement le tonnage des véhicules, parce que j'ai bien peur qu'à un moment donné, ça soit une porte de sortie. Initialement. Ça sera peut-être bien une porte de sortie. Et avec le rond-point, c'est facile. Hein. Il n'y a pas besoin de couper à travers, de prendre des dodanes et quoi que ce soit. Donc à voir. Ok, merci. D'autres interventions ? Non. Donc, y a-t-il des contre, des abstentions? Qui est pour? Unanimité, donc je vous en remercie. Nous allons parler maintenant de la convention du partenariat avec l'organisme de gestion des écoles catholiques de Luçon, l'OGEC. La parole est à Madame Reculot. Merci, Monsieur le maire. Chaque année, une participation communale aux dépenses de fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires privées est attribuée à l'OGEC de Luçon. Pour l'année scolaire 2018-2019, le montant voté par élève était de 787 € pour un effectif de 236 élèves luçonnais. Il est proposé pour l'année scolaire 2019-2020 un montant équivalent de 787 € par élève pour un effectif de 214 élèves recensés à la rentrée 2018-2019, soit sur un effectif de l'année N-1. Ce montant a été voté en 2013 pour l'année 2014 avec les comptes de l'année 2012 et les éléments reprennent... Ce tableau reprend les éléments suivants, donc c'est les comptes de fourniture, les comptes de charges, les comptes de charges de personnel pour les dépenses, avec les recettes sur cette année 2013, des loyers qui rentraient concernant le bâtiment où était l'IEN, où il y avait des locations, remboursement sur salaire sur les arrêts maladie et les accueils des communes extérieures sur les participations des communes extérieures. Ce qui faisait un coût par élève par rapport au montant, au résultat de 372 457 €, pour 473 élèves, un coût par élève de 787,44 qui avait été ramené à 787. Et conformément à l'article L 442.5 du Code de l'éducation de la commune de Luçon, les dépenses sont de 1107,02 € par enfant scolarisé dans les écoles publiques, dans le respect du principe de la parité entre l'enseignement public et l'enseignement privé sur les comptes 2018. Nous reprenons les mêmes comptes sur l'année 2018, ce qui nous amène à un résultat de 402 952,54 pour un effectif de 354 élèves, et ce qui ramène le coût par élève à 1107,02 €. Vu l'avis favorable de la Commission des affaires scolaires du 27 novembre 2019, vu l'avis favorable avec une abstention de la Commission des finances en date du 3 décembre, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve la convention de partenariat avec l'OGEC pour une convention 2019-2020 pour la participation aux dépenses de fonctionnement de l'école privée catholique de Luçon et autorise Monsieur le maire à signer la convention jointe en annexe avec l'OGEC de l'école sur la base de 787 € par enfant luçonnais, et adopte la participation globale pour les élèves de l'école Sainte-Famille pour un montant de 787 € pour 214 élèves, ce qui fait un montant de 168 418 €, et dit que les crédits sont inscrits au budget 2020. Autorise Monsieur le maire à mandater les sommes suivant l'échéancier précisé dans la convention, soit un premier acompte de 50% avant le 1er février 2020
pour un montant de 84 209 €, 25% avant le 15 avril 2020 et le solde au 30 juin de l'année 2020. Convention en annexe. Avez-vous des remarques ou questions, monsieur Nour? Je ne vais pas dire les mêmes questions que d'habitude, puisque mieux vaut tard que jamais, nous avons enfin la transparence. Voilà, depuis le temps que vous posez la question, on s'était déjà vu, on en avait parlé, là tout est écrit, voilà, au moins c'est clair. Je voulais quand même le dire, qu'on en était arrivé quand même à une transparence aujourd'hui. Les explications, on les a. La seule question qu'on pourrait avoir, c'est sur la charge de personnel, savoir la répartition des postes et comment ça évolué dans ce poste-là. Sur le reste, on a le mode de calcul, ce qu'on n'avait pas avant, donc c'est une bonne chose. Je dirais en plus, la commune économise, puisqu'une convention a été signée, c'est ce que vous avez découvert vous aussi dans les années 80 pour les maternelles, donc on n'est pas impacté par le fait de l'âge des 3 ans aujourd'hui. Donc si on n'avait pas économisé avant, on en économise maintenant. Et ce qui peut être inquiétant là-dessus, c'est de savoir aujourd'hui qu'il y a quand même 22 enfants de moins en un an luçonnais sur l'école privée. Ce qui veut dire que malgré tout, et le fait que ça touche tout le monde aujourd'hui, on a parlé de démographie en général, et que là on est en plein dedans, c'est très inquiétant, parce qu'à ce rythme-là, que ce soit public ou privé, je ne sais pas où on va réellement. Hein. Alors c'est pas que Luçon effectivement, mais bon, on vieillit, la ville vieillit. Il faut savoir qu'on approche les 40% des plus de 60 ans à Luçon. J'espère que dans les années à venir, on n'aura pas malheureusement la médaille de la ville la plus vieille de Vendée, puisque avec la Non, on en est loin. On en est loin. Si. Non, mais attendez. Je vais vous dire ce que j'en pense, c'est qu'aujourd'hui les Sables étaient largement devant, étaient même l'une des villes les plus vieilles de France. Malheureusement, ou heureusement pour eux, ils ont fusionné. Et voilà, donc maintenant c'est faussé et ils sont repassés à presque 47% ou 50, à peine 50%. Donc faut pas trop rigoler, à moins de fusionner avec des communes plus jeunes. Bon, voilà, c'est ça. Non, mais voilà, ils ont récupéré le château d'Olonne qui est très jeune, Olonne plutôt jeune. Bon voilà, mais c'est une anecdote, mais moi je vois qu'en 2014, quand on est rentré, on était à 33%, on est passé à 40%. Je sais rien quand on va les retraiter, hein, c'est pas le problème. Mais il faut un équilibre. Oui. Non, parce que moi je serais peut-être pas retraité. Oui, mais moi je n'ai pas tardé à l'être. Alors... c'est ça. Mais oui, ben, j'espère que ça viendra. Mais vu ce qu'ils sont en train de nous pondre, je suis pas sûr que je serai retraité tout de suite. J'ai fait à peine la moitié. Hein. Bon, bref. C'est une parenthèse. Non, mais voilà. Non, mais on est bien d'accord. Hein, l'histoire de la démographie est relativement importante, enfin, et préoccupante. Hein. Quand je vous disais tout à l'heure, on est passé de 2,1 à 1,8 enfants par femme. Hein, c'est assez préoccupant. Et dans les préoccupations qu'on peut avoir, c'est justement le financement de nos retraites plus tard. Oui, puis, donc le fait aussi que on va gagner peut-être en financement, en coût sur les écoles, mais que derrière, le vieillissement de la population va engendrer des coûts beaucoup plus importants. Ouais. Beaucoup plus importants. Ah oui, dans l'aménagement de la ville, dans le... Voilà. Mais vous savez, on voit bien le phénomène de la dépendance qui aujourd'hui est très mal organisé vis-à-vis de des aides-soignants, vis-à-vis de l'État. Oui, il y a ça. Il y a aussi des infrastructures. Hein. Là-dessus, en effet, on peut avoir des soucis. Hein. Voilà. Donc, on a fait une aparté sur le général, mais effectivement, je voulais quand même dire qu'on avait cette transparence et que sur la dernière année, c'était important. Moi, tout le monde peut voir et savoir ce qui se passe. Et la seule question, je vous dis, c'est sur la charge de personnel, comment est réparti effectivement les postes sur les ATSEM et sur le personnel de campus. Le micro, s'il vous plaît. Ce sont du personnel qui interviennent sur les temps maternels, dont ils sont pris en compte systématiquement. Hein. C'était savoir le nombre et la répartition. Il y a un ATSEM par classe de maternelle. Non, la restauration n'est pas prise en compte, hein, c'est bien. Pas plus sur ce calcul-là. Hein.
Merci. Il y a d'autres interventions? Non, donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il donc des contre? Des abstentions? Qui est pour? À l'unanimité, donc je vous en remercie. Nous allons passer donc aux 15e délibération convention de gestion de services pour l'exercice de la compétence organisateur des transports intercommunaux dans le cadre des cycles de natation scolaire des écoles du premier degré de son territoire, des transports des enfants dans le cadre des services et équipements gérés par la communauté de communes. La parole est à Madame Rucchino. Merci, c'est dit. C'est dit. Alors, si tu veux, vu le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L 5214-16-1 autorisant la communauté de communes à confier par convention conclue avec les collectivités la gestion des services relevant de ses attributions à une ou plusieurs communes membres. Attendu que la commune de Luçon a exercé elle-même la compétence intercommunale entre le 1er décembre 2017 et le 31 mai 2019, considérant l'opportunité de mettre en place une coopération entre la communauté de communes et la commune de Luçon via une convention de gestion portant sur la modalité d'organisation de cette compétence à titre provisoire et considérant la nécessaire bonne organisation des services, vu l'avis favorable de la commission des affaires scolaires du 27 novembre 2019, je saute les lignes, et vu l'avis favorable de la commission des finances du 3 décembre 2019, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve la convention de gestion de services pour l'exercice de la compétence organisateur des transports intercommunaux dans le cadre des cycles de natation scolaire des écoles du premier degré de son territoire, des transports des enfants dans le cadre des services et équipements gérés par la communauté de communes et autorise Monsieur le maire ou moi-même à signer la présente convention de gestion qui est jointe. Alors, en fait, c'était quelque chose qui était dont bénéficiait la totalité des enfants donc, de la communauté de communes, sauf celle de Luçon. Donc, on a dit, il n'y a pas de raison. La communauté de communes nous a entendus. Donc, voilà, c'est tout simplement pour que tous les habitants de la communauté de communes soient traités de la même manière. Ça ne concerne que l'école Jean Moulin, puisque l'école du centre, il y avait quand même une distance à respecter, il ne prenait pas toutes les écoles, donc l'école du centre n'est pas prise en compte, mais l'école Jean Moulin est prise en compte. Voilà. Une logique. Très bien. Y a-t-il des interventions, des questions? Non. Donc je le soumets à votre vote. Y a-t-il des contre? Des abstentions? Qui est pour? À l'unanimité, je vous en remercie. Perfect Info Gestion, n'est-ce pas? Convention de mise en œuvre des activités d'animation sportive année 2020. François Edouin. Merci, monsieur le maire. Alors, vu le Code général des collectivités territoriales, considérant l'intérêt du dispositif favorisant l'accès au sport pour tous et permettant la pratique d'activités sportives, physiques et sportives à des personnes en phase de réinsertion professionnelle, considérant qu'il convient de fixer le tarif de mise en œuvre du dispositif entre la commune et la société Perfect Infogestion, j'ai fait dire, vu l'avis favorable de la commission des finances du 3 décembre 2019, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, fixe le tarif à 22 € TTC par séance d'une heure et approuve les termes de la convention de mise en œuvre des animations sportives entre la commune et la société Perfect Infogestion et autorise monsieur le maire ou moi-même à signer la dite convention. Voilà. On avait déjà passé ce type de délibération l'année dernière. Il s'agit du parcours de la deuxième chance. Voilà. Avez-vous des remarques ou des questions? Non. Donc, y a-t-il des contre? Des abstentions? Qui est pour? Unanimité. Donc, je vous en remercie. Ensuite, 17e délibération convention de mise en œuvre des activités d'animation sportive pour l'année 2020 avec le CESAD, antenne de Luçon. La parole est à monsieur Edouin. Merci, monsieur le maire. Donc, vu le Code général des collectivités territoriales, considérant là aussi l'intérêt du dispositif favorisant l'accès au sport pour tous et permettant des activités physiques et sportives adaptées pour les personnes porteuses de handicap, présentant une limitation de leur capacité adaptative ou vivant dans des difficultés importantes dans leur insertion sociale,
Considérant qu'il convient de fixer le tarif de mise en œuvre du dispositif entre la commune et le CESA d'Antenne de Luçon, vu l'avis favorable de la Commission des finances du 3 décembre 2019, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, fixe le tarif à 22 € TTC par séance d'une heure, approuve les termes de la convention de mise en œuvre des animations sportives entre la commune et le CESA d'Antenne de Luçon et autorise monsieur le maire ou moi-même à signer la convention. Voilà, là aussi c'est une délibération qu'on avait déjà passée donc les années précédentes. Voilà. Questions, remarques? Donc des contre, des abstentions, des pour? Unanimité, donc merci. Nous allons passer à la saison 2019-2020 du Théâtre Minandi. La convention de partenariat entre la ville de Luçon, le collège Le Sourdi et son foyer socio-éducatif, mise à disposition et école du spectateur. Comme chaque année, la parole est donnée à Madame Parpaillon. Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire rappelle que le Théâtre Minandi de la ville de Luçon est un service municipal assurant une mission de service public culturel. À ce titre, il participe activement à la promotion de l'activité culturelle sur le territoire de la ville et permet un accès large et équitable des Luçonnais à la culture et au spectacle vivant en particulier. Le service souhaite également apporter sa contribution à l'action culturelle en direction des écoliers, collégiens et lycéens, développement culturel et spectacle vivant en particulier. En ce sens, la ville de Luçon souhaite apporter son concours au collège Le Sourdi dans le cadre de l'année scolaire 2019-2020 par un accompagnement technique, logistique et artistique pour la découverte sur les différents projets culturels émanant du dit collège et de son foyer socio-éducatif. Considérant la nécessité de fixer les modalités du partenariat qui lie les trois partenaires dans le cadre de ces projets, vu l'avis favorable de la Commission de finances du 3 décembre 2019, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve les termes de la convention de partenariat culturel conclue avec le collège Le Sourdi et son foyer socio-éducatif, autorise monsieur le maire ou moi-même, adjointe au maire, à signer la convention et toutes les pièces afférentes au dossier. Vous avez eu la convention de partenariat annexe qui est identique à celle que l'on passe tous les ans. Remarques ou questions? Des contre? Des abstentions? Des pour? Unanimité, donc je vous en remercie. Je savais que tout le monde attendait avec impatience la voix délicieuse de Madame Simonet pour nous parler de la modification de la durée hebdomadaire de travail de 2 adjoints techniques et d'un adjoint technique principal de 2e classe. La parole est à Madame Simonet. Merci, Monsieur le maire. Vu l'avis favorable du comité technique rendu le 16 décembre 2019, vu la nécessité de modifier la durée hebdomadaire de travail de 2 emplois d'adjoint technique permanent à temps non complet et d'un emploi d'adjoint technique principal de 2e classe à temps non complet, parce que l'adjoint technique, lui, il est complet. Considérant qu'il convient de tenir compte des heures complémentaires effectuées par les agents concernés dans le cadre d'une réorganisation du service scolaire, vu l'avis favorable de la Commission des finances du 3 décembre 2019, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide les suppressions à compter du 1er janvier 2020 des 3 emplois permanents précédemment cités et décide les créations à compter de cette même date d'un emploi permanent à temps non complet 1875 35e d'adjoint technique, d'un emploi permanent à temps complet 35 35e d'adjoint technique et d'un emploi permanent à temps non complet 32 45 35e d'adjoint technique principal de 2e classe, modifie le tableau des emplois en ce sens et autorise monsieur le maire ou moi-même à signer les arrêtés correspondants, dit que les crédits nécessaires à la rémunération et aux charges des agents nommés dans les emplois ci-dessus créés seront inscrits au budget chapitre 012. Remarques ou questions? Donc, y a-t-il des contre? Des abstentions? Qui est pour? Unanimité, donc merci bien. 20e délibération, avancement de grade, fixation des taux de promotion. La parole est à Madame Simonet. Merci, Monsieur le maire. Donc, les 2 délibérations suivantes sont les 2 délibérations que nous prenons tous les ans en fin d'année. Donc, avancement de grade, fixation du taux de promotion. Donc, comme d'habitude, nous proposons que le taux soit porté à 100%. Et je rappelle que ce n'est pas parce que 100% des agents peuvent être promus que 100% des agents seront promus. Voilà, c'est donc... voilà.
Ce taux appelé ratio promu-promouvable est fixé par l'Assemblée délibérante après avis du Conseil technique. Il peut varier de 0 à 100% et peut changer d'un grade à l'autre. Il est à noter que les possibilités d'avancement de grade résultant des taux de promotion retenus ne confèrent pas l'automaticité de l'avancement qui demeure une possibilité mais pas un droit. Cette modalité concerne tous les grades d'avancement de toutes les filières, excepté ceux des cadres d'emploi des agents de police municipale. Considérant le tableau des effectifs, vu l'avis favorable de la Commission des finances du 3 décembre 2019, vu l'avis favorable du comité technique du 16 décembre 2019, ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le Conseil municipal, après en avoir délibéré, définit les ratios d'avancement de grade pour 2020, retient pour l'ensemble des grades un ratio de 100% à l'exception de la filière police, dit que les crédits nécessaires seront inscrits au budget chapitre 012. Remarques ou questions? Non? Contre? Abstention? Pour? Merci, unanimité. Donc, eh bien, la mise à jour maintenant du tableau des effectifs au 31 décembre 2019. Madame Simonet. Merci, Monsieur le maire. Donc, comme je le disais, c'est la délibération que nous prenons tous les ans pour mettre à jour les tableaux en fonction des différentes nominations, des changements de grade, des avancements d'échelon, des créations de postes, des recrutements. Donc, vu la délibération 16-047-15 du 14 mai 2019 portant création de postes pour permettre notamment les créations de postes pour recrutement nouveau, la nomination d'agents inscrits sur liste d'aptitude après réussite à un concours ou à un examen, l'avancement au grade supérieur au titre de la promotion interne, l'avancement de grade, la mutation d'agent, vu la délibération C048-22 du 2 juillet 2019 portant création d'un poste d'ingénieur principal à temps complet, vu la délibération C049-10 du 1er octobre 2019 portant création d'un emploi permanent de catégorie B, rédacteur principal de première classe à temps complet, vu la délibération du 17 décembre 2019 portant modification du temps de travail, donc c'est celle que nous venons de voter juste précédemment, considérant la suppression de postes suite à avancement de grade, départ à la retraite, promotion interne, fin de détachement pour stage, changement de temps de travail, radiation pour mutation, 3 postes d'adjoint administratif à temps complet, un poste d'adjoint administratif à temps non complet 35e, un poste d'adjoint administratif principal de première classe à temps complet, un poste de technicien principal de première classe à temps complet. Monsieur, 2 postes d'adjoint, je l'ai pas. 2 postes d'adjoint d'animation à temps complet. Monsieur le maire expose aux membres du conseil municipal que suite à ces divers mouvements, il convient de mettre à jour le tableau des effectifs. Donc le tableau est joint. Hein. Le tableau des effectifs annexé tient compte des modifications énoncées ci-dessus. Vu l'avis favorable de la Commission des finances du 3 décembre 2019 ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide d'arrêter le tableau des effectifs de la commune de Luçon au 31 décembre 2019. Qui en redemande? Non, il n'y a pas d'intervention. Donc, y a-t-il donc des gens qui décident de ne pas arrêter à ce niveau-là ou qui s'abstiennent? Donc, qui décide? À l'unanimité, donc je vous en remercie. Nous allons passer maintenant à la convention de partenariat avec Actif Emploi. La parole est à Madame Thibault. Merci, Monsieur le maire. Vu le Code général des collectivités territoriales, vu la convention de partenariat 2020-2021 avec Actif Emploi, vu la demande de l'association Actif Emploi sollicitant une nouvelle convention de partenariat, la présente convention annexée a pour objet de formaliser et de déterminer le partenariat établi entre la ville et Actif Emploi au bénéfice des demandeurs d'emploi de la commune pour 2 années à compter du 1er janvier 2020. Considérant ainsi la volonté de renforcer le partenariat en vue de poursuivre les actions menées conjointement pour l'insertion de ce public. Considérant l'intérêt pour la ville de faire appel à l'association Actif Emploi, lorsque le centre de gestion départemental de la Vendée ne peut répondre favorablement à nos demandes de mise à disposition de personnel. Vu l'avis favorable de la Commission des finances du 3 décembre 2019,
Ayant entendu l'exposé de son rapporteur, le conseil municipal, après en avoir délibéré, approuve les modalités de la convention de partenariat entre la ville et Actif Emploi, autorise monsieur le maire ou moi-même, adjointe au maire, à signer la convention de partenariat. Vous avez l'annexe 9, la convention. Je pense que vous en avez pris connaissance. Donc, si vous avez des questions. Non, pas de questions, pas de remarques. Donc, y a-t-il des contre, des abstentions? Qui est pour? Unanimité. Donc, je vous en remercie. Nous allons passer maintenant au rapport d'activité de la communauté de communes Sud-Vendée Littorale pour l'année 2018. Je vois à travers vos regards la supplique que je vous lise entièrement les 38 pages de ce rapport. Hein. Donc, quoi vous en dire rapidement, parce que je pense que tous vous l'avez lu avec attention. Donc, en fait, ça reprend les compétences donc, de la communauté de communes, donc au moins celles qu'elle avait en 2018, puisqu'elles ont évolué donc, entre les deux, avec donc un certain nombre de détails qui sont donnés. Alors d'abord, l'état de finances, puis la manière dont on organise la commande publique et les ressources humaines, la manière dont est organisée aussi la communication avec les systèmes d'information, en particulier donc la fibre, sur la principale compétence qui est celle donc de l'économie. On parle de la manière dont on échange avec les entreprises et où on peut entreprendre. Autre compétence qui est celle donc du droit des sols, donc avec un territoire donc qui est à façonner. Puis les programmes donc, qui sont les plans locaux de l'habitat et le programme Habiter mieux. Ensuite, il y a toute la valorisation avec l'action touristique, les itinéraires cyclables et les actions qu'on fait. Après, il y a la programmation culturelle dont on parle. Et dans la culture, il y a aussi donc l'école de musique intercommunale, la lecture publique, puis les 2 piscines, entre celle de la Tranche et celle de Luçon. Ensuite, il y a les relais d'assistance maternelle de la compétence intercommunale, ainsi que les maisons de l'enfance et les accueils donc de loisirs, les interventions en milieu scolaire, et puis donc les services à la population, donc qui sont faits avec aussi, on en parlait tout à l'heure, donc l'accès aux soins et donc l'intervention sur des maisons de santé donc pluridisciplinaires. Et puis la prévention collective donc des seniors, et puis ensuite donc tout le côté environnemental et le traitement donc des déchets. Voilà. Après, il y a des services communs qui sont la cuisine centrale. Là aussi le droit des sols, donc qui permet aux collectivités de pouvoir se reposer donc sur l'intercom pour pouvoir faire ses services. J'espère que je n'ai pas été trop long. Avez-vous des remarques, des questions, Monsieur Nolot? Oui. Quoi dire? Nous, je peux vous dire. Oui, je peux. Non, on le vit au quotidien, nous, en tant qu'élus d'opposition à deux. Effectivement, moi, je pense qu'il y a légèrement un manque de transparence à un moment donné, puisqu'on n'a pas toutes les informations que vous avez. Alors ça, c'est pas dû à Luçon. En tant que maire ou en tant que voilà, on n'a pas les retours nous de l'avis du bureau ou de l'avis voilà. Bon, bref, on en a une partie. C'est pour ça peut-être qu'on intervient un peu plus souvent que les autres, voire toujours, puisque personne n'intervient. Voilà, ça va être assez clair. C'est-à-dire que tous les autres reconnaissent notre travail excellent. Je pense que ça doit être ça. Ça doit être ça. Non, moi je maintiens le fait que cette fusion a été une erreur de fusionner à 4, on aurait dû fusionner à 2. Maintenant, elle est faite, voilà, on n'a pas le choix, on va vivre avec. L'avenir, on va voir. La dette est quand même importante. On va essayer de la purger. Ça a été fait en sorte qu'on y arrive. Bon, on est sur 2018, pas sur 2019. Mais, bon, on va essayer de chercher du positif. Et peut-être que l'avenir sera de faire une communauté d'agglomération. Mais là, on en est loin. Possible. Enfin, pour la loi, pour l'instant, oui, c'est pas possible. Il faut faire 15 000 habitants. Il faut faire 15 000 habitants. Ça veut dire qu'il faudrait fusionner Luçon avec plusieurs communes. C'est pas encore gagné. Donc, non, mais
on va vivre avec, on va faire au mieux. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le déficit d'image, mais ça a toujours été, hein, même sous Pays né de la mer, le déficit d'image, de déficit d'information dans la tête des gens, même si aujourd'hui ils comprennent que quand on donne des impôts, il y a quelque chose derrière, c'est pas encore gagné sur le fait que les compétences soient maîtrisées aussi par la population, même déjà par nous, hein, des fois il y a certaines compétences, on se pose la question. Elle est là, il faut vivre avec. Effectivement, ce qui est inquiétant, c'est un peu le fait que les maires qui ont vécu ça, cette fusion, alors j'enlève rien, hein, c'est hyper compliqué de fusionner à 4, c'est peut-être unique en France d'ailleurs, sur une aussi grosse communauté de communes. Il y a eu des fusions. Et la chance, je dirais, aujourd'hui, c'est d'avoir eu l'intelligence, tout élu confondu, de ne pas avoir eu d'opposition et de majorité, entre guillemets, et d'avoir accepté le fait que c'était compliqué déjà à la base, de ne pas de remettre une couche par-dessus. Alors effectivement, on n'est pas tous d'accord sur tout. Je pense qu'il y a eu toujours un milieu de choisi. Mais voilà, je pense que la fusion à 2 aurait été beaucoup plus simple. Les territoires, mais lesquels deux? Parce que... Pour moi, la cohérence géographique était de le faire avec Chailly-les-Marais. Alors effectivement, on se coupait de Sainte-Gemme. On aurait pu intégrer une commune supplémentaire. Enfin bref, on ne va pas revenir sur ce débat-là. Mais non, mais je l'entends. Hein. J'ai dit c'était très très compliqué. Oui, non, parce qu'en reparlant maintenant avec des maires qui ne repartent pas et qui ont maintenant le discours un peu plus libre et le recul aussi de se dire que bon, la préfecture ne nous a pas aidés non plus, hein, faut être clair aussi là-dessus. Entre la Jaudonnière et la Tranche-sur-Mer, j'ai un peu de mal à comprendre le territoire. On essaye de le mettre en commun par le SCOT, on va voir ce que ça donne réellement. Il faut vivre avec. Il y a une lassitude des élus aussi, on n'en parle pas trop, même s'il y a le nombre d'élus, 72 élus, qui ont déjà du travail dans leur petite commune, souvent seuls, avec très peu de personnel, de rajouter des réunions, aux commissions, ça use. La preuve, vous ouvrez le journal tous les jours, le nombre de maires qui ne repartent pas, et c'est affolant dans le secteur. Et le nombre de maires qui repartent... Ça vous affole que je ne reparte pas? Non. Non, non, ça ne m'empêche pas de dormir, c'est pour tout vous dire. Non, mais... Malgré tout, vous faites partie du compte de maires qui ne repartent pas. Voilà. Ouais, après 25 ans, oui, c'est vrai. Pour d'autres raisons. Je comprends l'usure, même moi j'ai l'usure, mais oui, ça use. C'est plus facile dans la majorité que l'opposition. Mais bon. Non, mais c'est un point de vue. Les maires qui repartent aujourd'hui se disent même ne pas repartir à la Comcom. Pardon ? Je dis aujourd'hui, il y a des maires qui ne repartent pas à la Comcom. C'est quand même inquiétant de se dire que des gens aujourd'hui sont tellement usés et lassés qu'ils préfèrent rester dans leur commune et ne plus aller dans la communauté de communes. On est quand même rendu à un point assez hallucinant sur la gestion politique en France. Enfin bref. J'avais dit que je ne voulais pas refaire le débat, je ne vais pas le refaire, mais... Je suis assez d'accord avec vous sur quelques points de vue. Je crois que la loi NOTRe a été une loi excessivement violente. Hein, attention, votre micro. J'ai dit c'était un choix de tous bords, hein. Que ce soit à droite ou à gauche, tout le monde voulait avoir de grosses intercoms. Alors que tout le monde soit dans des intercoms, etc. Ceci dit, la perte de la clause compétence générale était quand même assez violente, hein, et le fait d'avoir offert un nombre de compétences qui sont passées de manière autoritaire de l'un vers l'autre, moi c'est ce que j'explique assez souvent, puisque vous parlez de la lassitude, je peux vous en donner une. Il y a 25 ans, la première fois que j'ai été élu, j'étais premier adjoint, après je suis devenu maire, il y avait au moins une chose, c'est qu'on savait quelles étaient nos compétences, quels étaient nos moyens. On dessinait la ville. Alors,
pas forcément en accord avec tout le monde, mais on se disait, tiens, on va amener la ville dans 10 ans ici. Aujourd'hui, on ne sait pas quels vont être nos moyens, on ne sait pas quelles vont être nos compétences. Donc, c'est beaucoup plus compliqué de se projeter, et au moins de promettre d'une projection, puisqu'il y a un moment ou un autre, on ne sait pas où on va. Donc, en sachant que le SCOT et le PUI vont se greffer par-dessus, oui, et vont geler pour les 10 ans ou 15 ans à venir. Complètement. Donc, si vous voulez, alors pourquoi le choix à 4 le choix à 4, il était double. Le premier, c'était une question de peser. Parce qu'on savait très bien, et on pèse aujourd'hui, d'ailleurs on va en parler après, on pèse aujourd'hui, c'est-à-dire que 55 000 habitants, ça commence à compter. Et quand on va discuter au niveau du département et quand on va discuter au niveau de la région, je peux vous dire que quand le Sud-Vendée Littoral parle, c'est écouté. Alors que des communautés de communes plus petites, c'est pas qu'ils ne sont pas écoutés, mais ils ont beaucoup moins de poids. Et ça peut se comprendre. Donc c'était la première raison pour laquelle ça avait été fait comme ça, c'est-à-dire peser. Et puis surtout, on avait un déficit commun, vous l'avez dit vous-même, on avait un déficit d'image. Ce déficit est en train de bouger, parce que comme le pari était relativement difficile, ça, on en était tous d'accord, moi j'entends assez régulièrement, à différents niveaux, que ce soit au niveau du département ou que ce soit au niveau de la région, en disant... Vous avez réussi, chapeau. Ça veut dire que quelque part, il y a une solidarité, il y a une vue qui est commune, et du coup, on est en train de redorer nos images. Alors, peut-être pas encore au niveau des populations, mais au moins au niveau des collectivités. Et c'est beaucoup. Dernier petit point, je ne nous souhaite pas d'être un jour une communauté d'agglomération. Parce que les communautés d'agglomération, vous perdez vos compétences d'une manière beaucoup plus autoritaire que dans les communautés de communes. Et donc, en fait, si vous voulez, les maires dans les communautés d'agglomération sont réduits, leurs pouvoirs sont réduits à peau de chagrin. Et c'est en fait la grande collectivité, du coup, qui commande sur le reste. Et c'est un petit peu ça, si vous voulez, le dommage. C'était d'ailleurs la peur qu'avaient les communes vis-à-vis de la ville de Luçon, en disant, mais est-ce que la ville de Luçon ne va pas tout commander? Non, la ville de Luçon, il a fallu montrer patte blanche, je vais vous dire. La commune de Luçon ne commande partout. Par contre, dans les communautés d'agglomération, c'est complètement différent. Donc je ne serais pas enclin à ce qu'on passe sur une communauté d'agglomération. Et puis, dernier point, là où il y a où il y a quand même encore un déficit, c'est que le citoyen ne s'y retrouve plus. Preuve en est, c'est le nombre de fois que le maire se fait engueuler quand il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas de sa compétence, mais celle de la communauté de communes. Je vous parle en connaissance de cause, ça arrive quasi quotidiennement. Alors on essaye de faire ce qu'il faut derrière en faisant remonter les choses, mais c'est pas forcément évident. Et surtout, quelquefois, on découvre... Je me souviens quand même avoir subi quelques avatars. On ne va pas se rappeler l'histoire de la Fourrière, voilà, où j'étais rigoureusement pour rien et qui m'est tombé dessus, et sur les employés d'ailleurs communaux. J'en passe des meilleurs, mais le citoyen ne s'y retrouve plus. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est relativement difficile. Et quand il ne s'y retrouve plus, il y a un moment ou un autre, ça crée des suspicions. Et malheureusement, c'est pour ça que je pense que la loi NOTRe a été beaucoup trop violente dans sa manière de faire. Donc nous nous rejoignons sur ce point de vue-là. Je pense que par contre, cette grande communauté de communes, à terme, est une chance. Alors vous me parlez des emprunts, c'est exact, mais je pense qu'on s'en sortira. Je suis d'accord avec vous, mais aujourd'hui, par rapport au poids, à la taille de la communauté de communes, je suis quand même assez déçu. Bon, effectivement, il y a la dette qui est là aujourd'hui, qui devrait se stabiliser ou diminuer dans les années futures. Il n'y a pas de gros projets fédérateurs aujourd'hui à la taille. Il y en a, oui. Il y a des petits projets, effectivement. Des petits projets. Vous parliez du SCOT, du PLUI, des choses comme ça. Je ne parle pas de ça. Pour que ça soit visible de la population, il faut qu'il... Voilà. Le fait qu'on n'ait pas réussi à sortir, je pense à François aussi là-dessus, sur la piste d'athlée, je trouve que c'est caractéristique de ce que n'a pas pu faire la communauté de communes. Vous y tenez. La puce, ouais. C'est quand même pas normal qu'on n'ait pas été capable... Alors effectivement, on n'a pas totalement la compétence, mais on aurait pu prendre sur certains points... d'équiper
la dernière chose qui manque sur la communauté de communes, d'un équipement fédérateur et centralisateur qu'il n'y a pas encore sur la... Voilà. Il y a Alors, deux certains points, ont eu peur à un ouais. moment donné que Luçon s'accapare le... Mais non, c'est pas Luçon là. Il fallait Oui, un point central. d'autant plus qu'on l'avait plutôt projeté sur Saint-Gemme. Mais à l'origine, oui. on va être clair, il y a deux points qui restent quand même aujourd'hui à bien éclaircir au niveau de la communauté de communes. Alors vous l'avez dit, c'est l'histoire des finances. Le deuxième point, une des décisions unanimes qui avait été prise au départ, c'est qu'il y avait des projets qui étaient des projets dans les anciennes 4 communautés de communes qu'il fallait terminer. Donc ces projets sont en train de se réaliser. Une fois qu'on aura passé ça, en effet, il faudra passer à une marche qui est une marche. Je suis totalement d'accord avec vous, et nous, on a été héritiers de cette histoire-là. On va finir par monter une liste ensemble. Non. Mais je pense que vous, autant vous que moi, et nous, travaillons pour Luçon. Et je ne pense pas que le Pays de la Mer a été endetté à ce point-là. Voilà. Non, ça a été cavalier, c'est de choisir des projets en décembre alors que la fusion a été prévue au 1er janvier. Et ça a plombé les années futures et je trouve ça petit à l'époque. Alors on ne va pas nommer qui et désigner des coupables, mais il y a un moment donné, voilà, ils se reconnaîtront. Mais non, mais c'est petit parce que ça a plombé et ça plombe encore. Voilà, ben, ils partiront avec leur comment on peut dire ça, avec leur mentalité ou voilà. Mais voilà. Okay. En sachant qu'on devait fusionner, il fallait un peu de responsabilité derrière. Ok, merci de ce débat. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que on a eu une présentation haut en couleur du rapport d'activité de la communauté de communes Sud-Vendée littorale? D'accord, ben je vous en remercie, donc on a pris acte. Hein. Nous allons passer donc au 24e point, donc l'approbation de l'avenant au contrat Sud-Vendée territoire. Alors, en fait, voilà un des points qui nous a permis justement d'avoir une certaine force sur la communauté de communes, enfin grâce à la communauté de communes et en partenariat avec donc le département, c'est que du fait de notre nombre, il y a eu donc une subvention donc de la part du département, qui est une subvention donc qui est relativement importante et qui s'appelle le contrat Vendée Territoire, et spécifiquement ici pour Sud-Vendée Littoral. Alors, ça consiste à quoi? Ça consiste à avoir, si vous voulez, un ensemble donc d'aides, et ces ensembles d'aides sont gérés par la communauté de communes. La communauté de communes décide à ce moment-là quelles sont, alors bien sûr dans des règles qui sont des règles qui sont édictées par le département, ce qui est logique, et qui décident donc où vont aller et où on doit forcer pour le développement du territoire. La décision qui avait été prise, c'était, comme le demandait d'ailleurs le département, c'est d'avoir aux alentours, je parle sous le contrôle d'Arnaud, entre 40 et 50% de projets intercommunaux. Et puis pour le reste, donc, des projets qui sont répartis donc, comme il voulait. La communauté de communes a décidé dans son projet de territoire que la ville-centre devait être un endroit sur lequel on force pour avoir une vitalisation, parce que tant du point de vue géographique que du point de vue attirance, eh bien la ville de Luçon était importante. Donc ils ont dit il faut qu'on ait entre 7 et 8% donc des subventions, alors que du point de vue habitant, on aurait pu, point de vue DGF, etc., on aurait pu avoir beaucoup moins. Ils ont forcé donc pour qu'on puisse avoir donc ce montant-là. On est à 7,7% aujourd'hui. Et au bout du compte, vous savez comment ça se passe, il y a des projets pour lesquels on a demandé des subventions, mais il n'y a pas que cette subvention-là. Et puis pour des raisons techniques, ça peut évoluer ou des choses comme ça. Donc il est prévu une revoyure. J'aime pas trop ce terme, mais enfin il est employé. Donc une revoyure donc en cours de contrat, de manière à pouvoir transférer finalement des financements sur des projets qui n'aboutiront pas, ou bien alors qui n'ont pas pu aboutir, sur d'autres projets. Donc ce
ce qui a été proposé aujourd'hui, c'est tout simplement donc cette revoyure, hein, donc, dans lequel il y a un nouveau contrat. Alors, sur Luçon, il n'y a pas grande différence, hein, par rapport à l'initial. La seule chose, c'est que vous avez des communes sur lesquelles il y a eu des transferts. Alors, nous avons aujourd'hui à voter cet avenant, hein, sur le principe de vous reveiller. Alors, donc, vous l'avez en annexe 11. Je rappelle sur Luçon ce que ça donne. Vous avez, sur les projets de la ville de Luçon, vous avez l'aménagement des abords du centre aquatique intercommunal. On en a parlé tout à l'heure, donc pour 150 000 euros. Et dans sa tranche numéro 2, 65 177,81 euros. Et puis la rénovation du centre-ville dans sa deuxième phase, pour lequel il y a eu un apport de 284 822,19 euros, soit un apport total de 500 000 euros, ce qui n'est quand même pas négligeable, donc de la part du département. Ceci dit, il y a d'autres projets qui sont des projets intercommunaux qui vont se dérouler sur la ville de Luçon. Vous avez en particulier l'extension et la réimplantation du mobilier de la médiathèque Tête des Réseaux à Luçon, pour lequel il y a un investissement donc, de la communauté de communes dans le littoral de 180 000 euros et donc 90 000 euros donc de la part du département. Et puis la réalisation des travaux d'aménagement de la rénovation thermique de la maison de l'enfance de Luçon. Alors ça, c'est malheureusement... on ne pouvait avoir des subventions au départ pour cette maison de l'enfance que si jamais on rentrait dans des normes qui étaient des normes très basse consommation, hein, et on se rend compte que finalement, au bout du compte, c'est pas possible, hein, il fait trop chaud, et les enfants, donc on finit par avoir des problèmes. Donc même sans perdre les subventions, parce qu'on aurait pu perdre les subventions dans ces conditions-là, ils se sont rendus compte qu'il fallait passer à autre chose. Et donc, la communauté de communes va faire des travaux et le département va y participer à 50% pour 83 342 euros. Voilà, donc, je ne vais pas vous lire la totalité de cette contrat de revoyure, vous l'avez en annexe, et je suis sûr que vous l'avez regardé avec une attention qui mérite l'admiration. Et donc, j'ouvre le débat maintenant, si vous avez quelque chose à dire. Non ? Donc, je vous le mets à votre vote. Y a-t-il des contre ? Des abstentions ? Qui est pour ? À l'unanimité, donc je vous en remercie. Et nous arrivons donc à la 25e et dernière délibération, où c'est la dérogation au repos médical des salariés relevant de la compétence des maires, exercice 2020. Nous avons déjà voté quelque chose dans ce goût-là, mais il y a eu des demandes donc, à ce qu'il y ait d'autres dérogations, en particulier dans l'établissement du commerce donc, automobile et dans les Black Friday. Donc on nous demande des ouvertures de dimanche pour le Black Friday. Après la semaine des 4 jeudis, nous avons la semaine des 3 vendredis. Mais voilà, donc vous les avez donc ici, si jamais on veut bien passer à la page suivante. Voilà, donc vous voyez, il y a l'établissement de commerce de détail, donc 9 janvier, 28 juin, 30 août, 6 septembre, 29 novembre, les 6, 13 et 20 décembre, et puis les établissements de commerce automobile, hein, bon, c'est les types portes ouvertes, hein, 19 janvier, 15 mars, 14 juin et 11 octobre. La communauté de communes a voté donc ces ouvertures, et après avoir entendu d'éventuelles interventions, je vous demanderai de bien vouloir les adopter aussi. Y a-t-il pas d'intervention? Donc, y a-t-il des contre? Des abstentions? Qui est pour? Eh bien, mes chers collègues, je voudrais vous remercier parce qu'en dehors des finances, ce qui est normal, nous avons une belle unanimité ce soir. Et comme c'est le dernier conseil de l'année, je vais me permettre de vous souhaiter à ceux qui vont prendre des vacances de très bonnes vacances. Et à ceux qui vont pouvoir prendre de beau courage, mais surtout de passer une belle fête de fin d'année en famille et dans cet esprit de Noël qui est celui du partage et de l'amitié. Et pour ce faire, je vous invite à partager donc, le verre de l'amitié de l'autre côté avec quelques excellents chocolats du Sonnet. Bonne soirée à tous.